Bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer cette conférence, la transition énergétique vecteur de l'innovation, avec autour de moi, je vais vous les présenter, Virginie Calmels, qui est adjointe au maire de Bordeaux en charge de l'économie, de l'emploi et de la croissance durable, et conseillère, alors métropolitaine, on dit maintenant, au sein de Bordeaux Métropole. Julien Jimenez, qui est chef de service énergie-climat à la région Aquitaine. Monsieur François Bafou, directeur de Bordeaux Techno-Ouest. Stéphane Quéré, directeur de l'innovation de GDF Suez. Et Vincent Briand, qui est fondateur et associé d'une start-up qui s'appelle Deepkey. Voilà. On va commencer par parler de transition énergétique, forcément, avec vous, Madame Calmels. Qu'est-ce que ça représente pour vous, la transition énergétique pour la ville de Bordeaux et puis plus largement pour la métropole ? Bonjour à tous. Écoutez, la transition énergétique, c'est clairement au cœur du développement d'une métropole comme la métropole de Bordeaux. C'est un enjeu essentiel, d'abord parce que c'est un enjeu en matière d'emploi, développement économique des filières stratégiques, donc ça c'est clé. Évidemment en matière de responsabilité écologique, de préservation du territoire, et puis enfin en matière de responsabilité sociale vis-à-vis des comportements et des nouveaux usages. Donc c'est vraiment nos trois axes dans l'enjeu. Évidemment, ça doit s'accompagner également d'actions concrètes. Donc la politique d'urbanisme de la ville de Bordeaux, notamment avec le développement des nouveaux quartiers, est en la matière un exemple de ce qu'on peut faire. Comme vous le savez, on le fait à Ginko, Atlantique, et puis prochainement Brazza. Le plan climat-énergie territorial de la métropole est évidemment là encore un sujet majeur dans cette question que vous me posez, avec 4 domaines d'intervention, l'urbanisme et l'aménagement, je viens d'en parler, mais bien évidemment également les déplacements, la réduction des consommations, et on va voir comment on peut rendre les citoyens plus vigilants dans le domaine, et évidemment les collectivités, et puis la promotion des énergies renouvelables, pour substituer ces ressources renouvelables aux combustibles fossiles. Alors on a un certain nombre d'objectifs et notamment de favoriser l'intégration des problématiques énergétiques et climatiques dans l'ensemble des politiques communautaires. Donc ça fait vraiment partie des choses sur lesquelles on travaille pour répondre à l'objectif de réduction de 25 à 30% des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon, on va dire, 2020. Voilà. Et puis, l'idée étant d'atteindre celui du facteur 4, à la fois national et européen, en 2050. Ce que je peux vous dire également, c'est qu'en 2015, pour être précis sur notre plan d'action court terme, Bordeaux Métropole va saisir l'opportunité de la future loi sur la transition énergétique et la croissance verte, et que dans ce contexte, il y aura un octroi de nouvelles compétences pour consolider et repenser le fil rouge de la politique énergétique. Et là, on introduira un volet majeur qui est celui de l'innovation. On va en reparler au service de l'emploi et du progrès social et environnemental, et au service, bien évidemment, des start-up, des PME, ce qui est un sujet important pour moi, femme d'entreprise en politique, on va dire. L'innovation et les start-up sont 2 mots-clés dans ce plan d'action. Fin 2014, comme vous savez, on a répondu à l'appel à projet territoire à énergie positive pour la croissance verte, et donc on a un engagement pour 200 nouveaux territoires volontaires dans une démarche exemplaire, et Bordeaux en fait partie. Et quels sont vos leviers alors pour engager cette transition énergétique sur Bordeaux ? Dans les leviers dont on dispose en tant que collectivité, il y a la commande publique. Bien évidemment, la commande publique, elle se doit d'être exemplaire à différents niveaux. Le niveau important de la simplification. J'avais hier un conseil municipal dans lequel nous avons voté une délibération portant sur la simplification des marchés publics. C'est quelque chose d'essentiel qui permet là encore à des start-up du coup de pouvoir avoir un accès plus facile à la commande publique. C'est également les allotissements dans les marchés publics qui permettent là encore de développer des niches d'innovation technologique et donc ouvertes à des plus petits acteurs. C'est encore ce qu'on va rechercher, c'est-à-dire ne pas forcément avoir que des grosses entreprises, mais là encore l'innovation favorisée par les start-up. Et puis, il ne faut pas oublier dans ces marchés publics exemplaires les clauses d'insertion
qui sont aussi un sujet majeur dans cette exemplarité, je dirais, comme un des leviers. Le second levier, c'est que le territoire doit être tourné vers les innovations par des initiatives propres. Donc on a par exemple à Bordeaux, et j'aime bien le citer parce que c'est un bel endroit, Darwin, qui est clairement, on va dire, un révélateur avec deux volets en fait dans sa stratégie négawatt qui combine la sobriété, la performance énergétique et les énergies renouvelables. Donc Darwin et ses bâtiments en basse consommation est clairement un exemple parce que on a un approvisionnement en électricité provenant de sources renouvelables. Donc ça c'est un exemple. Je pourrais dire également qu'il va y avoir une nouvelle étape pour Darwin avec deux innovations majeures, l'installation d'une toiture photovoltaïque et d'autoconsommation qui a été portée par le conseil régional, si je ne m'abuse, et puis également le lancement d'un coach numérique pour l'apprentissage des impacts écologiques du bâtiment. Le troisième levier, c'est qu'il faut travailler sur le changement des comportements. Alors ça, c'est souvent ce qu'il y a de plus difficile à faire. Donc l'idée, c'est de travailler sur une notion de famille à énergie positive. Donc du 1er décembre 2014 au 30 avril 2015, la ville de Bordeaux participe pour la 3e année consécutive à ce défi, famille à énergie positive, dont l'objectif est de mobiliser la population de façon très concrète, c'est à la fois efficace et convivial, sur la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et la réduction des consommations d'énergie à la maison. Donc c'est une opération qui est développée au niveau national par l'ADEME et par l'ONG prioritaire, et ça propose aux Bordelais de réduire de près de 8% leur consommation, donc c'est pas négligeable, c'est clairement un objectif intéressant, avec un défi qui se déroule par équipe et par quartier. Donc on voit bien l'aspect convivialité qui nous semble nécessaire en fait pour faire de ces moyens qui sont faibles finalement des choses porteurs pour le développement. Puis je dirais le 4e levier, c'est le soutien à l'économie circulaire et à l'écologie industrielle. Donc on a notamment l'exemple du projet ZIRI qui est soutenu par la métropole, 30 entreprises de l'écoparc de Blanquefort qui ont été auditionnées afin de connaître leurs habitudes de consommation et de gestion des différents flux, donc que ce soit eau, énergie, déchets, transport, télécom, etc. Sachant que les données collectées vont donner lieu à une analyse et à des solutions concrètes qui pourront être proposées aux entreprises. Donc c'est un bon exemple, là encore, de ce qu'on peut faire. Et puis globalement, on sent bien avec tous ces exemples qu'on est dans les premiers pas des smart grids. C'est un peu le fondement de cette démarche. Alors, vous travaillez avec quelle partie prenante? On a la région avec nous aujourd'hui, Bordeaux Techno-Ouest. C'est un travail d'animation, de concertation? J'aurais tendance à vous dire les deux, mon général, concertation et animation. Le principe, une fois encore, notre moteur, c'est d'être un soutien aux acteurs innovants. Je crois que la puissance publique en la matière se doit d'être un accompagnateur, un facilitateur, un soutien, mais que ce sont nos PME, nos start-up qui vont être les première à proposer, à innover et à nous apporter en fait des solutions. Donc ce rôle, il est à la fois donc de concertation et d'animation de ces acteurs-là. Et puis on a également sur la métropole une offre qui permet d'accueillir justement ces projets innovants. Mais François Bafou le dira bien mieux que moi. Techno-Ouest est un exemple de cette offre dont dispose la métropole pour accueillir les entreprises innovantes. Et puis on a une stratégie métropolitaine qui est axée sur les filières vertes et c'est structuré globalement autour de 3 grands axes. Donc j'ai parlé de Darwin parce que l'écosystème Darwin est clairement exemplaire en la matière avec une initiative de l'incubateur Évolution, et donc vous savez ça regroupe une petite dizaine en fait d'acteurs économiques qui évoluent dans les secteurs de l'économie verte, de l'économie créative et
du commerce responsable. Et puis on a aussi l'éco-parc de Blanquefort, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, qui est donc le deuxième exemple d'un site industriel qui a pour ambition de devenir une référence des éco-industries. Et puis on a le parc de l'intelligence environnementale Newton à Bègles. Donc là encore, projet, alors c'est un projet, comme vous le savez, qui est porté par l'EPA Euratlantique, mais qui a là aussi une ambition de reconvertir en fait une friche industrielle en un parc d'activités dédié à la transition énergétique au cœur de la ville. Alors c'est une conférence qui a aussi pour thème l'innovation. Quelle est la place de l'innovation dans votre plan, dans cette démarche de transition énergétique? Alors, la place de l'innovation, elle est clé parce qu'elle est au cœur même, et on vient de le dire, de la transition énergétique. Donc, pour cela, on doit, et je le redis parce que je crois que c'est un mot-clé, être en soutien. Hein, là encore, les finances publiques ne sont pas très bonne, comme vous le savez, et donc on se doit surtout d'être un soutien à d'autres actions et à plusieurs plans d'action qui s'offrent à nous. Donc l'innovation, elle se fait au travers, par exemple, du soutien aux campus et aux outils de transfert de technologie. Donc la recherche fondamentale, qui est le socle des innovations de rupture. Et donc là, on veut insérer plus et mieux la recherche dans la chaîne de l'innovation et créer de véritables écosystèmes où cette innovation peut se développer. On a aussi les innovations qui sont liées évidemment à la ville intelligente et à la cité numérique. Donc Bordeaux Métropole agit en faveur de ces réseaux intelligents. La cité numérique, c'est, si j'ose la comparaison, une sorte de halle Fraissinet bordelaise, on va dire. Donc c'est ça notre ambition, et c'est d'avoir un laboratoire de projets économiques, culturels et éducatifs qui a vocation à devenir, on va dire, dès 2016, un accélérateur d'innovation au service des entreprises, des artistes et des habitants. Alors, on chiffre à 800 emplois. Bon, je ne sais pas si on sera au rendez-vous de cet objectif, mais c'est intéressant de connaître un peu son dimensionnement. Et puis, les réseaux intelligents, donc j'en ai dit un mot en parlant des smart grids, hein, c'est bien ce qui nous occupe. Donc, que ce soit dans la distribution d'électricité, hein, les réseaux de distribution d'électricité intelligents, en utilisant des technologies informatiques pour bien évidemment optimiser la production et la consommation. Et puis, on a un projet en cours sur le quartier Saint-Jean-Belsier, particulièrement sur la zone Amédée-Saint-Germain, qui est une zone non raccordée au futur réseau de chaleur. Donc là, c'est en cours, mais vous voyez qu'on a quand même pas mal de projets qui nous permettent de répondre à tous ces objectifs. Et puis, la mobilité est aussi un des enjeux majeurs de cette politique d'innovation, et donc la notion de développement des transports intelligents. Et comme vous le savez, on a la fierté d'accueillir à la fin de l'année le congrès international ITS, hein, Intelligent Transport Systems, qui fera de Bordeaux, une fois encore, la vitrine de toute l'innovation autour de la mobilité. Alors vous parliez de start-up tout à l'heure. Il y a Vincent Briand qui est fondateur d'une start-up qui est incubée chez GDF Suez, donc il nous en parlera tout à l'heure. Mais vous, pour Bordeaux ou pour la métropole, comment vous accompagnez ces start-up concrètement ? Alors d'abord, une fois encore, pour moi, c'est une de nos missions prioritaires. C'est ça qui est important. Les entreprises qui créent, l'emploi est au cœur de la priorité des citoyens, et les créateurs d'emplois, ce sont les entreprises, et l'innovation, c'est les emplois de demain. Donc on se doit d'être porteur de cet accompagnement de start-up. Alors on le fait avec nos petits moyens. C'est d'abord via des pépinières. Vous savez que la ville de Bordeaux accompagne en fait des startups en faisant bénéficier de points forts que sont nos pépinières. On a un exemple avec Gazelle Tech, qui est des véhicules urbains ultra légers, qui est en fait une convention signée entre Techno-West et Darwin, et la pépinière du campement à Darwin. C'est cette innovation-là qui est intéressante, c'est le rapprochement de ces acteurs. Et donc, c'est un exemple. Nous avons aussi, comme vous le savez, après, nos hôtels d'entreprise. Et tout ça vient favoriser la politique de la ville en matière de soutien aux start-up et aux start-up innovantes.
Ce qui est aussi très important, c'est d'associer les grands groupes. C'est un sujet clé, le rapprochement entre les startups et les grands groupes. C'est valable dans le domaine de l'énergie, mais c'est valable dans tous les domaines. La dynamique French Tech est un exemple aussi de ce rapprochement. La Grande Jonction, qui est une opération qu'on réalise, la ville de Bordeaux met en contact les grandes entreprises et les startups. C'est créateur de valeur pour les deux, étant donné que les grands groupes se nourrissent aussi de l'innovation des petites entreprises et que ces petites entreprises ont besoin à un moment donné du soutien d'un certain nombre de grands groupes. Donc le club climat-énergie est né en fait d'une initiative de la direction du développement durable de la mairie. C'est là encore un outil en faveur de tout ce que l'on peut faire dans le domaine. Et ça rassemble, enfin ce club rassemble à la fois des grands comptes et de l'agglomération et des petites entreprises. Alors vous parliez tout à l'heure du rapprochement, de favoriser le rapprochement avec les grands groupes pour des actions concrètes. Vous allez signer dans quelques minutes, je crois, sur le stand de GDF Suez une convention, on m'a dit une convention plateau. De quoi s'agit-il ? En fait, cette convention plateau que nous allons signer avec GDF dans quelques minutes, c'est directement ce que je viens de dire, c'est dans la lignée de ce que l'on fait, soit dans la dynamique French Tech, soit via la Grande Jonction. C'est prôner le rapprochement des grands groupes et des startups. C'est dans ce but, clairement, que cette convention va être signée. Et elle prévoit la formation de chefs d'entreprise. Et ça, c'est essentiel. C'est ce savoir-faire-là qui passe et qui permet en fait une implication directe par un grand groupe comme GDF Suez, et pas seulement par de la sous-traitance, mais ça va passer par du mentorat, de l'incubation. Et en fait, comme un fonds d'investissement, GDF Suez va devenir en fait un investisseur au service de l'innovation. Merci beaucoup. Je vous libère du coup pour que vous puissiez... Merci beaucoup, madame. Je vais signer. Voilà. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Ne partez pas, nous, c'est pas fini. Il nous reste encore quelques intervenants. Merci beaucoup, madame. Julien Jiménez, vous êtes chef de service énergie-climat à la région Aquitaine. Alors, on a entendu pour Bordeaux, pour Bordeaux Métropole. Pour la région, quel est l'agenda de la transition énergétique ? Alors, pour effectivement la région Aquitaine, et pour les régions en général, la feuille de route a été donnée dans le cadre du Grenelle avec ce qu'on appelle les schémas régionaux climat et énergie, qui fixent à l'horizon 2020 les grands objectifs, à la fois sur le volet de l'efficacité énergétique, des énergies renouvelables et naturellement de la réduction des gaz à effet de serre. Ce sont des outils de planification qui donnent lieu à la concertation avec les territoires, qui donnent lieu à un état des lieux et qui surtout fixent un cap. On n'est pas encore, on était effectivement dans le cadre de la loi Grenelle, on espère, il y a encore des discussions autour de la loi de la transition énergétique qui devrait renforcer un peu le rôle de la région en tant que chef de file et la loi sur la réforme territoriale. Donc les régions gagnent effectivement en compétences, gagnent en action et effectivement ces outils de planification commencent effectivement à avoir du poids s'ils sont naturellement réalisés en concertation. Alors du coup, comment vous pilotez le dossier ? Il y a la concertation avec la ville de Bordeaux, la métropole, les départements. Alors, avec qui d'autre ? Ça a été lancé effectivement de 2010-2011. Le schéma régional, ça a été effectivement donné lieu à de la concertation. Alors les agglomérations et la communauté urbaine effectivement sont sollicités comme les départements. L'idée effectivement est de sensibiliser et de lancer les grandes pistes de réflexion et se donner les grands caps en termes d'objectifs. Alors on peut les rappeler. Globalement, c'est amélioration de 30% de l'efficacité énergétique, un doublement des énergies renouvelables, ou un doublement de la part des énergies renouvelables de la consommation finale, on passerait à 32%, et atteindre au final une réduction de 30% des émissions de gaz à effet de serre. Alors ce sont des objectifs ambitieux qui nécessitent derrière, alors on l'a vu effectivement avec la Bordeaux Métropole ou la mairie de Bordeaux, ça nécessite de la concertation et des partenariats. C'est-à-dire qu'on a effectivement évoqué plusieurs projets sur la Cube ou sur la métropole, pardon. Et du coup, la région est souvent et pratiquement systématiquement partenaire de ces grands projets, que ce soit effectivement sur Bordeaux Techno West ou sur Darwin ou effectivement le volet de l'Euratlantique. Pour nous, il y a une notion de dynamisme des territoires qui est extrêmement important pour pouvoir effectivement mettre en place ce qu'on appelle un petit territoire d'innovation ou d'expérimentation. Il faut effectivement que des entreprises puissent oser à un moment faire des choses un peu innovantes. Et là-dessus, la région, à la fois par ses centres techniques, mais aussi par son apport financier, peut soutenir ces projets-là.
Alors, un des axes de la transition énergétique, c'est le développement des énergies renouvelables. Comment vous vous inscrivez là-dedans, vous, dans le développement des énergies renouvelables? Alors, c'est un enjeu assez fort. Ça a été discuté d'ailleurs fortement dans le cadre de la loi de la transition énergétique. Il y a deux volets dans les énergies renouvelables. On va mettre d'un côté, effectivement. Alors, je laisserai la partie transport, mais sur la partie, effectivement, chaleur et le volet électrique, on a deux enjeux identifiés. Sur un volet chaleur, on est beaucoup plus dans une logique de diffusion. D'ailleurs, Bordeaux s'y est lancé à travers des réseaux de chaleur ou voilà, qui nécessitent effectivement des investissements assez lourds, dans laquelle la région peut intervenir pour, on va dire, équilibrer économiquement le projet, pour que le coût de la chaleur soit compétitif et qu'effectivement il puisse concurrencer les énergies fossiles. Et il y a un deuxième volet, il y a la problématique électrique, où là, on l'a évoqué, on parle effectivement de smart grid, on parle d'intégration des énergies renouvelables dans le réseau électrique. Alors là, on passe vraiment un cap et effectivement, il y a toute la notion de gestion de réseau, d'intégration, où il y a besoin, quoi qu'il arrive, d'un volet effectivement recherche, d'un volet transfert, d'un volet accompagnement démonstrateur. Et là, je crois, et notamment les collectivités territoriales, ont un rôle majeur. C'est-à-dire que la loi de la transition énergétique ou la transition énergétique doit marquer le rôle des collectivités locales et territoriales dans la transition énergétique. Les énergies renouvelables sont des projets de territoire qui doivent associer effectivement les collectivités, mais d'autres partenaires, et ça se fera que par les territoires. Alors, il y a les énergies renouvelables, il y a aussi la sensibilisation des citoyens, les comportements. Est-ce que finalement, cette transition énergétique, le départ de ça, c'est pas la citoyenneté? Oui, on s'en est aperçu, on avait lancé il y a 4-5 ans, à l'approche de l'ERT 2012, toute la problématique de la rénovation basse consommation des bâtiments. On avait travaillé d'ailleurs avec La Rochelle et les bailleurs sociaux, donc il y avait tout un travail qui avait été réalisé. On s'est aperçu qu'on était en capacité, au moins technologique, de réaliser des bâtiments dont les performances étaient extrêmement intéressantes. Et on s'aperçoit rapidement qu'à l'usage, il y a souvent un gros décalage. Donc, c'est-à-dire que la technologie, l'innovation doit être technologique, mais doit être aussi au service du citoyen. Et il y a besoin à côté, effectivement, d'accompagner et qu'elle soit, on va dire, le plus simple possible pour l'utilisateur final. Ça reste. Faut pas que la problématique de la transition énergétique soit une contrainte, parce que sinon, globalement, elle est souvent ratée. Et sur l'innovation, de quelle manière la région soutient l'innovation? C'est quoi? C'est financier? C'est structurel? Alors, l'innovation, comme dirait mon président, c'est l'ADN de la région. Il est très, très, très axé sur ce volet-là. Donc, on a, quoi qu'il arrive, et quels que soient les sujets, une réflexion sur l'innovation, un accompagnement, effectivement, des entreprises dans leur travail. Le volet de la transition énergétique rajoute une brique. C'est-à-dire que, globalement, on va accompagner l'entreprise de sa création. Donc, c'est pas des fonds d'amorçage, d'accompagnement de la création d'entreprises. On a effectivement après l'ensemble des pépinières qui peuvent accueillir ces entreprises et les faire monter. Il y a tout le volet on parlait des startups, mais il y a le gap, il y a la levée de fonds, il y a le montée en puissance de l'entreprise qui est extrêmement compliqué, sur laquelle, que ce soit effectivement avec ACI ou un centre de fonds d'investissement, on peut accompagner. Donc il y a vraiment de la création, de la montée en puissance de l'entreprise, et puis il y a la dernière brique pour la transition énergétique qui est on est en capacité d'accompagner le premier client. C'est-à-dire qu'à un moment, vous êtes en capacité de sortir des produits un peu innovants. Alors, on peut en citer sur la Cube. On a Suna Design, donc, qui est sur le Bordeaux Techno West. On peut avoir Base Innovation, qui est du photovoltaïque thermique. On a Vetronic sur la partie borne de recharge avec stockage. Donc, un certain nombre d'entreprises qui se développent. Le volet, la particularité de la région, c'est d'être en capacité de les accompagner sur le déploiement de ces produits-là. Donc, on accompagne effectivement Vetronic sur le déploiement des bornes de recharge avec stockage pour éviter l'appel de charge sur les réseaux. On accompagne ces projets-là, et c'est là où effectivement les partenariats avec les collectivités locales sont extrêmement importants. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner tout au long de la vie de l'entreprise pour essayer de la faire monter en compétences et en puissance. Et naturellement, on parlait des grands groupes. Généralement, les grands groupes, les énergéticiens en général, sont souvent des partenaires de ces startups. L'accompagnement tout au long de la montée en puissance des entreprises, des startups, c'est un petit peu ce que vous faites, vous, chez Techno West. Vous pouvez juste en préambule, nous expliquer un petit peu ce qu'est Bordeaux Techno West? Oui, alors on est donc ce qu'on appelle une technopole, c'est-à-dire c'est un outil d'accompagnement de tout ce qui est projet innovant
que ce soit, alors pour ce qui nous concerne, on a deux thèmes. On a l'aéronautique spatiale défense, mais je vous expliquerai tout à l'heure qu'on est en plein dans le sujet quand même. Donc sur la partie ouest bordelaise, donc l'aéronautique spatiale défense, et sur la partie donc nord de l'agglomération, enfin de la métropole maintenant, on est sur effectivement un parc qui s'appelle, comme ça a été tout à l'heure mentionné par Virginie Calmels, on est sur ce qu'on appelle l'éco-parc. Ce sont donc des startups qui sont liées aux éco-activités. Donc on est financé effectivement donc par la région Aquitaine, on est financé aussi par la métropole, donc on est un peu l'outil effectivement local, on est l'outil de proximité, d'accompagnement de ces jeunes startups. On est financé aussi par les fonds européens et par les communes, plus les groupes industriels. Voilà. Donc cette espèce d'assemblage de l'ensemble des financements font qu'on a créé donc cet outil d'accompagnement des startups. Et alors, ce sont des startups technologiques, enfin, je veux dire, uniquement technologiques, c'est de l'aéronautique, c'est de la transition énergétique. Aujourd'hui, on parle de transition énergétique, vous en avez beaucoup? Alors, on a donc deux sites. Le premier, donc, qui est donc l'aéronautique spatiale défense sur Mérignac, précisément, et l'écoparc à Blanquefort, où là, ce sont effectivement la thématique et les éco-activités. Mais si je fais le compte, on se rend compte qu'on a pratiquement autant de jeunes startups à Mérignac, dans l'aéronautique, qui travaillent dans le domaine de la transition énergétique, que de start-up qui travaillent purement dans les éco-activités à Blanquefort. Je pourrais en citer plusieurs, mais il faut savoir qu'avec le plan Sky Clean, qui a été lancé, ça vise justement à diminuer tout ce qui est consommation énergétique pour les avions. Ça vise aussi à faire des modifications dans les matériaux pour que les matériaux soient plus légers. Il suffit de prendre le dernier avion d'Airbus, l'A350. Il a été fabriqué en grande partie par des composites parce que résistance mécanique semblable ou similaire au métal, mais poids plus léger. On travaille sur aussi de la nouvelle motorisation. Moi, j'ai des projets dans la pépinière, par exemple, qui travaillent sur tout ce qui est algorithme pour le vent, modèle mathématique sur le vent, qui permet de faire des approches plus douces sur les zones aéroportuaires, qui permet une consommation, on va dire, plus faible, puis aussi une diminution du bruit. Voilà, donc si après on prend par exemple des exemples comme les drones, on parle beaucoup de drones, il faut savoir que les drones font des travaux aériens qui permettent en fait de ne pas utiliser l'hélicoptère par exemple, qui coûte plus cher. Je sais que RDF, GDF, SNCF actuellement on discute avec eux pour l'utilisation. Donc ce sont des nouveaux usages, des nouveaux services qui vont développer par des nouvelles technologies et qui vont dans le sens de la transition énergétique. C'est-à-dire on fait le même travail, mais par contre, on le fait avec des moyens qui sont moins consommateurs en termes d'énergie. Et l'innovation, elle se situe dans toutes ces nouvelles technologies. Moi, je dis souvent, c'est pas en améliorant la bougie qu'on a créé l'électricité. En fait, la finalité est souvent la même, mais pour y arriver, on met en œuvre des moyens qui font appel à l'intelligence, qui font appel effectivement à des nouvelles technologies. Finalement, il faut toujours se chauffer, mais on ne se chauffe plus de la même manière. Il faut toujours s'éclairer, mais on ne s'éclaire plus de la même manière. Donc c'est l'ensemble de ces développements technologiques, de ces jeunes startups qu'on accompagne, qui font que, bon, elles progressent. On a parlé de Suna Design, effectivement, c'est un bel exemple. Racontez-nous un peu. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un marché. La notion de marché est très importante, parce que vous pouvez développer des startups extraordinaires, s'il n'y a pas de demande en face, votre startup, elle ne se développera pas. Donc il faut qu'il y ait un marché. Si actuellement des startups se développent dans la transition énergétique, c'est qu'il y a un marché, c'est qu'il y a une demande. Peut-être pas encore assez forte, mais... En France, vous avez l'impression que ça a du mal à embrayer la seconde sur la transition énergétique. L'exemple de Suna Design, tout le monde en parle. Ouais. C'est vrai, Suna, donc Thomas racontait l'autre jour, on a eu la chance d'accueillir le président du Sénat il y a 15 jours sur l'écoparc avec 40 sénateurs, dont le thème était la transition énergétique. On ne peut pas faire mieux, dans le cadre de la préparation du futur projet de loi. Et j'expliquais donc à Gérard Larcher que cette jeune société, finalement, elle faisait 95% de son business à l'export. Parce que finalement, dans le comportement en fait, de la politique achat, notamment des collectivités ou d'autres structures d'ailleurs, la notion de produit un peu nouveau, un peu innovant, a quelquefois et même encore du mal à percer. Donc c'est compliqué. Donc en fait, Suna, il fait son business en fait, à l'export principalement. Alors que c'est un produit qui pourrait parfaitement s'intégrer dans les villes françaises ou européennes. Mais c'est compliqué encore. L'innovation, c'est compliqué à financer et les projets ne sont pas toujours si faciles que ça à commercialiser finalement. Alors justement, quelle est votre valeur ajoutée, vous, en tant qu'accompagnateur Monsieur Jiménez parlait tout à l'heure d'accompagner sur tout le cycle
de maturité de l'entreprise, vous c'est pareil ou... Alors nous, on a mis en place un système qui fait que l'on part de l'incubateur. L'incubateur, alors on parle dans notre jargon, l'incubateur, c'est la période où il n'y a pas encore de chiffre d'affaires. C'est la période où la société, où le groupe de personnes qui montent le projet est en train de mettre en place le projet. Donc c'est la période, on va dire, c'est ce qu'on appelle la traversée du désert. C'est la période compliquée. Ça dure 6 mois, ça dure 1 an, ça dure 3 ans pour certains, et des fois ça dure même toute la vie. Voilà, il y a un problème. En général. Donc, on a monté un système où on a un incubateur. On a aussi une pépinière d'entreprise. C'est le stade, on va dire, postérieur à l'incubateur. On a aussi un centre d'affaires. C'est le stade encore après. Et puis après, on a un parc industriel qui est l'aéroparc pour l'aéronautique, l'écoparc pour les écotechnologies et demain matin, Newton à Bègle pour un parc qui va, on va dire, recouper aussi des activités liées aux nouvelles énergies. Donc, en fait, on a créé un système d'accompagnement qui part, je veux dire, de la nurserie jusqu'à la retraite, en gros, de la naissance jusqu'à la retraite, en créant comme ça un écosystème, c'est-à-dire des sociétés qui naissent à un endroit, se développent, travaillent ensemble, quelquefois même créent des sociétés ensemble, et s'installent sur un territoire, à un même endroit, qui fait que derrière, on a des activités, on a des synergies en termes de développement. Donc c'est un système d'accompagnement. Alors, valeur ajoutée qu'on apporte, déjà c'est l'accompagnement de ces jeunes startups, les aider à trouver des clients que ce soit des collectivités, que ce soit des industriels, que ce soit des particuliers. On les aide aussi à trouver des financements, parce que le nerf de la guerre sur l'innovation, c'est quand même le financement. Une activité innovante, il faut du pognon, il faut pas rêver, il faut beaucoup d'argent, et il en faut longtemps en plus. Et est-ce que c'est compliqué à trouver ? Alors c'est compliqué à trouver. On a la chance, moi je dis toujours en Aquitaine, d'avoir une région où, en comparant avec quelques autres régions que je connais, on a certainement en Aquitaine le meilleur système de financement de l'innovation, tant pour nos structures à nous que pour les jeunes startups. La région Aquitaine a créé des outils de financement qui vont de l'amorçage jusqu'au développement, assez complet, qui intervient en général au bon moment. On parle d'ACI, il y a d'autres outils, d'autres satellites de la région qui interviennent aussi. Et puis nous, on a été un peu plus royaliste que le roi. On a carrément créé notre fonds d'amorçage qu'on a intégré à notre technopole. Pourquoi ? Parce que moi, je voulais encore aller plus vite. Puisque, comme on dit toujours, il faut just in time, c'est-à-dire que le produit innovant, il faut qu'il soit sur le marché au bon moment. Donc on a monté un fonds qui s'appelle TechnoStart. Et ce fonds d'amorçage permet de prendre le risque au tout début, avec le porteur de projet. Donc on injecte entre 50 et 100 000 euros, mais on peut le faire très très vite. Ça nous permet que lorsque le projet va voir des financeurs plus classiques, comme la région, avec des outils déjà installés, d'avoir on va dire un projet qui est déjà pré-capitalisé, je veux dire. Le risque, il a été pris déjà. Et c'est un peu notre rôle. Donc on a un rôle d'accompagnement, on a un rôle de prise de risque avec un fonds d'amorçage qu'on a monté. Et puis on a un rôle aussi d'accompagnement en termes de mutualisation, de mise en réseau, de mise en relation auprès effectivement des clients finaux. Alors je vais revenir à vous dans quelques instants, mais je voulais poser une question à Vincent. Vincent qui est en incubation, donc c'est la naissance, donc c'est le 0 chiffre d'affaires, c'est ça ? Pas tout à fait, presque. Pas tout à fait, donc vous êtes un petit peu plus avancé que ça. Vous êtes en incubation chez GDF Suez, c'est un peu particulier. La différence entre les deux, qu'est-ce qui vous a séduit plus dans le mode d'incubation chez GDF Suez plutôt que dans une pépinière telle que Bordeaux-Ouest ? Pour le coup, merci de me donner la parole pour répondre à cette question importante. Effectivement, l'incubation, c'est une bi-incubation en quelque sorte, nous sommes à la fois soutenus par GDF Suez. Et là, les bénéfices, je vais revenir dessus, mais ils sont à la fois, bien sûr, un bénéfice de mentoring, le mentorat, le fait d'avoir un grand parrain qui est là, vous conseille, vous aide dans vos premiers pas, c'est essentiel pour éviter de déraper et de se casser la figure. Le deuxième point, c'est bien évidemment le fait d'avoir une confiance déjà entre une entité qui est un grand groupe, qui nous ouvre ses portes, et puis une petite start-up qui cherche à faire ses preuves. Le fait qu'il y ait un lien de confiance entre ces deux entités, c'est essentiel pour en travailler ensemble, aller voir des clients ensemble, développer des projets, des prototypes. Et enfin, le dernier avantage de l'incubation avec un grand groupe, c'est bien évidemment la légitimité vis-à-vis de l'extérieur. Pour une start-up comme nous, pouvoir dire qu'on a une technologie qui est soutenue par un groupe comme GDF Suez, c'est bien évidemment très important. Ceci étant, on est à la fois incubé par GDF Suez, c'est-à-dire qu'on a un soutien de la part de GDF Suez, mais nous sommes incubés dans une entité d'incubation publique, une association, un peu comme TechnoWest, en région parisienne, et donc on a la chance, entre guillemets, d'avoir les bénéfices des deux types d'incubation. Stéphane Quéré, vous êtes directeur de l'innovation chez GDF Suez. Pourquoi avoir choisi d'incuber
intramuros, j'allais dire intra-groupe des structures comme DeepKey, plutôt, enfin vous faites les deux je pense, mais plutôt que de les soutenir dans des structures comme celle de TechnoWest. Qu'est-ce que vous y gagnez, vous? En fait, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire que on a décidé d'accélérer nos capacités en innovation l'an dernier en se focusant sur deux cibles, nos collaborateurs et l'écosystème extérieur, avec deux maîtres mots, la rapidité et l'ouverture. C'est pour ça que, pour ce qui concerne les collaborateurs de GDF Suez, on a décidé, tout a été lancé en mars dernier, de lancer un appel à idées auprès de l'ensemble des membres de GDF Suez. On a lancé un réseau social qui a vu le jour en septembre et qui rassemble aujourd'hui 7000 personnes qui déposent des idées. Et nous avons justement décidé de ne pas commencer notre démarche innovation par la création d'un incubateur. Les idées des collaborateurs, une fois qu'elles sont un petit peu travaillées, qu'on les aide à les transformer, enfin les élaborer, elles sont transformées en projets dans des incubateurs externes. Donc en l'occurrence, pour Vincent, c'était à Paris. Si demain on a une idée qui sort chez nos collaborateurs, je crois qu'on a 5000 collaborateurs en Aquitaine, chez nos collaborateurs en Aquitaine, et que c'est un domaine qui est proche de ce que fait TechnoWest, ça peut être chez TechnoWest. Voilà. Donc a priori, les idées internes, on les incube à l'extérieur. Donc ce n'est pas incubé chez GDF Suez, c'est incubé avec GDF Suez ou par GDF Suez, mais à l'extérieur. Et quel conseil vous pourriez donner à Vincent pour l'étape d'après? Vous qui connaissez tout le... Quelles sont les clés de succès d'une start-up? Alors, je me permettrai mais jamais de donner des conseils à chaque entreprise, parce que les risques, c'est lui qui les prend. Nous, on est un peu des Playmobil quand même, à côté. C'est les risques, c'est lui qui les prend. Donc, des conseils, j'en donnerai pas. Ce qu'on peut juste, nous, ce qu'on fait, c'est dans l'accompagnement, effectivement, on les suit, on essaie de faire avec nos partenaires, parce qu'effectivement, on n'est pas tout seul. Moi, on travaille avec ADI, on travaille avec BGI. On travaille avec la métropole, on travaille avec la région. On essaie en fait de trouver toujours la bonne réponse aux questions que se pose un chef d'entreprise. Moi je dis toujours aux gens qui suivent les projets chez moi, répondez déjà aux questions que se posent les chefs d'entreprise et après vous permettrez de lui donner des conseils. Déjà c'est ça. Parce qu'un chef d'entreprise comme Vincent, que je ne connais pas, il doit se poser des questions forcément tous les jours, des interrogations. Vous savez, la vie d'une création d'une société, c'est fait de haut et de bas. Il y a des grosses périodes de doute. Et c'est souvent... Quelquefois, c'est même un appui entre guillemets psychologique, c'est même pas financier. Il faut savoir le réconforter, savoir le mettre en relation avec les bonnes personnes, l'aider, répondre aux questions effectivement, aider au montage du business plan bien entendu, trouver les bons financements, aller assez vite. Et ce qui fait la réussite, avec un peu le recul qu'on a là, les 10 dernières années, je pense que la réussite, ça se fait quand on arrive à mobiliser rapidement les différents acteurs sur une métropole et que chacun reste à sa place on va dire dans le conseil. Voilà. Quand chacun est à sa place dans son métier et donne le conseil, on va dire, au bon moment, en général, ça fait des belles réussites. Suna Design, c'est un bon exemple. Suna, Thomas, Samuel, le patron, a su utiliser, je veux dire, assez rapidement, et ça c'est de l'intelligence tout simplement, il a su utiliser les compétences de chaque structure. Nous, pour certaines choses, ADI pour d'autres choses, des financeurs comme ACI, la région, la métropole, voilà, j'en oublie d'autres. Mais c'est surtout ça, la capacité à intervenir assez rapidement, être là au bon moment, avec l'ensemble des acteurs sur un écosystème. Parmi toutes les startups que vous voyez développer chez vous, est-ce que vous pensez que la transition énergétique va passer par le produit ou du service ou de l'usage, comme on en parlait tout à l'heure avec M. Jimenez? Alors moi, je ne vais pas dire les deux, mon capitaine, je vais dire les trois, mon général. Je pense que c'est les trois. De toute façon, la transition énergétique, ça concerne tout le monde, entreprise, industrie, industrielle, collectivité, particulier. C'est une évolution comportementale. Moi, je prends un exemple très simple. Regardez. Il y a un film que tout le monde a vu, qui s'appelle Le Cornio. Tout le monde a vu Le Cornio. 1966. Il y a une scène, vous la voyez aujourd'hui. Cette scène, elle ne sera plus jamais tournée comme ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand Bourvil prend la batterie et la balance dans la Méditerranée. Vous la voyez maintenant, c'est choquant.
c'est choquant. Vous verrez pas un film où il y a un gars qui balance une batterie dans la Méditerranée. C'est un film comique, un truc comme ça. Donc ça veut dire que dans le comportement des gens, on évolue. Le comportement fait que ça crée aussi des nouveaux usages, des nouveaux besoins. Donc il y a des nouveaux services à créer. Dans ces nouveaux services, dans ces nouveaux besoins, ne resteront finalement que ceux où il y a véritablement un marché, une demande. Et je pense qu'on ne peut pas dissocier véritablement les trois. Vous vouliez rajouter quelque chose ? Pour compléter, effectivement, la notion de marché est extrêmement importante sur la transition énergétique. Il y a un facteur important sur le volet de la transition énergétique, c'est le coût de l'énergie, quand même, qui même si avec les meilleures idées du monde, avec un cours du baril qui s'effondre ou avec un tarif de l'électricité très bas, il est compliqué d'être en capacité de sortir des projets, on va dire, effectivement, qui puissent rentrer ensuite dans le marché, parce qu'on a parlé effectivement du photovoltaïque, enfin on a beaucoup parlé de la CSPE en ce moment, on a beaucoup parlé du coût des énergies renouvelables aujourd'hui. C'était l'idée d'ailleurs de la région Aquitaine d'essayer d'anticiper quand on parlait de photovoltaïque en autoconsommation, c'est de sortir de cette logique de tarif de rachat pour arriver à un tarif effectivement de qu'est-ce que j'ai besoin sur mon bâtiment et comment effectivement je peux être plus vertueux en utilisant directement le photovoltaïque. Mais ce coût de l'énergie est extrêmement important et peut fragiliser toute création et toute innovation derrière. On s'aperçoit quand même que dans certains pays où le coût de l'énergie est un peu plus élevé, l'innovation est un peu plus importante, où effectivement que ce soit le pays du Sud ou que ce soit l'Allemagne, et ça reste une certaine fragilité en France. Bon, on va parler des énergies alors avec GDF Suez. Pour vous, GDF Suez, la transition énergétique, qu'est-ce que ça représente ? Je pense que ça a été beaucoup dit. En effet, on est en vraie transformation de nos métiers, c'est clair. Juste un point, il y a l'effet prix de l'énergie, mais il y a aussi l'effet volatilité du prix de l'énergie qui fait qu'il y a un certain nombre de facteurs qui jouent de plus en plus dans la transformation énergétique. Donc il y a la préoccupation environnementale, notamment avec les renouvelables. Il y a aussi un phénomène qui est lié à justement ces questions de volatilité, c'est de maîtrise. C'est-à-dire que, alors évidemment, il y a la maîtrise de la consommation, que ce soit à l'échelle des particuliers, des industriels, des collectivités, qui sont nos trois types de clients, mais aussi la maîtrise de la production. Et donc de plus en plus, chacun, ou en tout cas de façon très large au niveau des territoires, on veut maîtriser sa consommation. Donc on parle beaucoup d'économie circulaire, de production locale, de territoire à énergie positive, et ça c'est la conjonction à la fois de la maîtrise de la consommation et de la production. Donc, les grands systèmes énergétiques vont de plus en plus faire la place à des plus petits systèmes énergétiques locaux décentralisés. Et puis, un dernier facteur qui fait que cette transformation, non seulement elle est profonde, mais elle est rapide, c'est les nouvelles technologies de l'information qui rendent plus exigeants les consommateurs, puisque aujourd'hui on a l'habitude d'avoir tout comme ça, voilà. Et puis aussi qui rendent possible certaines choses, comme les smart grids. Parce que comment est-ce qu'on peut adapter, comment peut-on être en autoconsommation avec du renouvelable, puisque vous savez que le renouvelable produit quand ça produit et pas quand on a besoin de le consommer. Donc il faut modéliser les deux, voir comment on peut effacer, stocker, machin, etc. Donc voilà, la transformation elle est profonde et elle est extrêmement rapide. C'est pour ça que des démarches de type innovation sont évidemment essentielles lorsqu'on veut accompagner ou mieux anticiper ces changements. Justement, vous êtes directeur de l'innovation. Pourquoi avoir créé une direction de l'innovation ? Ça semble évident. Quelles sont vos missions, vous, au sein de cette direction ? Alors, en effet, l'idée, c'était... Alors, le groupe est assez ancien et au cours de l'histoire, il y a eu beaucoup d'innovations qui ont été faites dans le groupe, que ce soit suite à des travaux de recherche ou à l'occasion de contacts avec nos clients. On est très territoriaux et très en proximité avec nos clients. Donc là, vu ces évolutions, on s'est dit qu'il fallait donner un coup d'accélérateur à nos capacités d'innovation. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, en mettant en avant deux sources possibles, nos collaborateurs, donc avec, comme je le disais, un dispositif qui permet d'incuber les idées de nos collaborateurs, mais là, dans des incubateurs externes, et puis aussi une accélération de notre capacité à collaborer avec les startups. Et pour ce faire, on a décidé d'utiliser plusieurs leviers.
Donc nous avons créé un fonds d'investissement qui s'appelle GDF Suez New Venture, qui est doté de 100 millions d'euros et qui investit dans les startups qui sont en développement commercial, donc on n'est pas dans l'amorçage, parce qu'on pense qu'on est plus utile dans l'accompagnement du développement commercial de ces startups, qui sont à la recherche de contacts clients, de contacts avec le marché. Ça, c'est un des leviers qu'on a mis au point. Et puis d'autre part, on essaie de multiplier les occasions de faire en sorte que nos filiales opérationnelles et les startups puissent se rencontrer, puissent développer des choses ensemble. Donc ça passe par le lancement d'appels à projets, de participation ou de création de hackathons, de marketplace, où on peut créer le contact. De hackathon. De hackathon, voilà, hackathon. Vous savez mieux que moi ce que c'est un hackathon. Un hackathon, c'est la contraction de hacker et marathon. L'idée, c'était de pouvoir réunir pendant 48 heures un certain nombre de geeks qui puissent craquer des sécurités informatiques. Je crois que c'est Google qui a lancé ça. Et donc l'idée, c'est sur le même modèle, mais pas pour craquer des sécurités informatiques. Par rapport à une question, on réunit pendant 48 heures un certain nombre de gens qui sont intéressés par le code et le logiciel pour trouver des nouveaux logiciels, des nouvelles idées, des nouvelles façons de faire. Voilà. Donc on en a lancé un l'année dernière sur tout ce qui est relations clients pour nos clients particuliers. Il y a eu des idées super intéressantes avec l'utilisation de Google Glass, de nouveaux types de logiciels qu'on est en train de... Enfin, évidemment, on continue à travailler derrière, hein, tout ne se fait pas en 48 heures. Et alors, quels sont les domaines prioritaires sur lesquels vous travaillez ? Alors, on a 3 domaines stratégiques dans lesquels on travaille sur l'innovation, alors qui sont liés à la palette de nos métiers, puisque beaucoup de gens pensent que GDF Suez, c'est beaucoup le gaz, mais c'est le gaz, c'est l'électricité, c'est des services à l'énergie et aux collectivités locales et aux industriels. Et donc, nous avons 3 domaines sur lesquels nous cherchons de l'innovation. Tout ce qui est énergie proprement dite, donc énergie décentralisée, stockage, smart, etc. Un deuxième domaine qui est lié au territoire et à la mobilité, puisque nous avons beaucoup d'activités dans les questions de mobilité. Et puis le troisième domaine, c'est le confort domestique et l'efficacité énergétique pour les particuliers. Alors justement, la start-up de Vincent, elle travaille sur l'efficacité énergétique, je crois. Est-ce que vous pouvez nous présenter, nous expliquer un petit peu ce que fait votre start-up ? Absolument, avec plaisir. Deepkey est une start-up technologique qui est positionnée sur le marché de la transition énergétique et qui utilise les données de ses clients pour les transformer et en faire des plans d'action efficacité énergétique sur des grands parcs de bâtiments. Je m'explique. En fait, on a développé un moteur logiciel qui prend les données comme les données de consommation d'énergie, les données de la surface du bâtiment, le nombre de personnes qui est dans un bâtiment et qui rajoute à cela des données d'activité, le chiffre d'affaires fait par un centre commercial par exemple, ou la quantité de produits fabriqués par une usine. Et grâce à toutes ces données, on les crunch, comme on dit, on les met dans ce moteur et on en sort des plans d'action qui vont nous permettre de cibler où peut-on faire les projets d'efficacité énergétique les plus rentables, mais on le fait sans se déplacer, sans visiter les sites, de manière très rapide et surtout de manière relativement moins chère que si on devait faire le tour de tous ces bâtiments. Et c'est ça qui est innovant, c'est de ne pas aller directement sur les sites ? En fait, ce qui est innovant, c'est qu'il se passe aujourd'hui en France et en Europe ce qui se passait il y a un siècle et demi aux États-Unis pendant la ruée vers le pétrole. Beaucoup de monde sait qu'il y a des économies d'énergie à faire, comme beaucoup de monde savait il y a un siècle et demi qu'il y avait du pétrole à aller chercher en Pennsylvanie. Il y a un siècle et demi, vous aviez plein d'entrepreneurs qui fonçaient en Pennsylvanie, ils achetaient des lopins de terre, ils embauchaient de la main-d'œuvre locale, se mettaient à creuser et puis parfois ils trouvaient du pétrole, parfois ils n'en trouvaient pas. Et ce qu'il y avait eu d'innovant à l'époque, c'est qu'il y a des entreprises qui très vite ont dit on va analyser la géologie des sols, on va essayer de se poser la question de savoir où se situe le plus probablement les gisements de pétrole. Et cette information importante pour les chercheurs de pétrole, on va la leur vendre. Et bien nous, chez Deepkey, c'est exactement ce qu'on fait. On pense qu'aujourd'hui, le marché de l'efficacité énergétique, on en parle encore beaucoup plus qu'on en réalise réellement. Et humblement, à notre petite échelle, on espère pouvoir participer à le faire accélérer en vendant cette information qui est où se situent les gisements d'économie d'énergie les plus rentables et en fait passer un petit peu d'un monde de conviction à l'industrialisation de la prise de conscience, à l'industrialisation de l'efficacité énergétique. Mais pour y arriver, on s'appuie sur 3 innovations en fait. La première, c'est que on croise tout d'abord des algorithmes
des disciplines qui n'ont a priori rien à voir entre elles. On a récupéré des algorithmes du monde de la finance, du monde de la médecine, du monde du web, et ces algorithmes, on les utilise sur les parcs de bâtiments, dans le monde de l'énergie et du bâtiment. Et on arrive à répondre à des questions du type, pour une collectivité locale par exemple, si je dois investir, si je dois donner de l'argent sous forme de subvention pour rénover des logements, où est-ce que je dois donner cet argent, dans quelle maison, dans quel quartier je dois donner cet argent pour que ce soit le plus rentable. Et jusqu'à présent, comment on le faisait? On faisait une étude par bâtiment. Nous, on a trouvé le moyen, sur les logements, de le faire sur des grands parcs de bâtiments à distance. Deuxième type d'innovation, c'est qu'on croise des données qui a priori n'ont rien à voir. On croise des données énergétiques avec des données techniques, avec des données d'activité. Je vous donne pour exemple, on a fait une étude pour le ministère de l'Environnement dernièrement, où on devait expliquer, à partir de données sur 4 millions de logements, la consommation de gaz naturel sur ces logements. Et donc, jusqu'à présent, ce que tout le monde utilisait, c'était la date de construction du bâtiment, la surface du logement, son emplacement, est-ce qu'il est dans le sud de la France, à Bordeaux, est-ce qu'il est dans le nord, près de Lille. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été chercher des données complémentaires, des données socio-économiques. On a croisé ces données pour pouvoir en fait identifier, à partir de ces données techniques et socio-économiques, quelle était la consommation d'énergie. Et on a aujourd'hui un modèle qui dit, dis-moi qui tu es, dis-moi, cher logement, décris-toi, quelle est ta surface, où es-tu situé, mais aussi quel est le revenu de ton foyer, combien as-tu d'enfants dans ce foyer, et je te dirai de manière beaucoup plus précise quelle est ta consommation d'énergie. Puis enfin, la dernière innovation, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est croiser les acteurs, croiser les écosystèmes de manière à pouvoir créer de la valeur ensemble. Et nous sommes persuadés chez Deepkey que travailler avec un grand groupe, un parrain qui est GDF Suez, travailler dans un incubateur qui est un incubateur public avec d'autres startups, et puis travailler sur des projets de collectivités locales, eh bien, c'est cette alchimie, cette mayonnaise qui nous permettra de sortir des algorithmes innovants. Vos futurs clients, c'est peut-être des gens comme la région. C'est quelque chose, c'est un concept qui vous parle, celui de Deepkey? C'est ça? Ça pourrait être la région, votre client? Oui, oui. Ah oui, non, tout à fait. Après, on n'a pas forcément un patrimoine. On a les lycées. Mais il y a une partie, effectivement, de la formation qui est extrêmement importante pour faciliter la prise de décision. On le voit, alors, on est plutôt des collectivités, entre guillemets, riches. C'est-à-dire qu'on a la capacité d'avoir l'ingénierie pour accompagner et suivre, monitorer nos bâtiments. J'en suis bien sûr pour des comités de communes un peu plus rurales ou autres, qui effectivement n'ont pas de services techniques élaborés, qui n'ont pas de compétences en interne. Et là, il y a effectivement besoin de connaître, parce que se lancer on est d'accord, hein, se lancer dans la transition énergétique, c'est effectivement d'abord essayer de réduire sa consommation, et effectivement c'est généralement des petits gestes qui permettent effectivement de faire des grandes économies. Là-dessus, on est, je pense, assez d'accord. Après, il y a toujours une deuxième partie qui est le deuxième levé, qui est là où il faut investir, où c'était effectivement un peu plus compliqué, notamment pour les collectivités. On va pas résumer Deepkey, mais c'est du big data, on est d'accord? Oui, c'est du big data et du data analytics, c'est-à-dire qu'on utilise plein de sources de données issues de sources différentes, des données qui ne sont pas du tout structurées, des données qui ne disent pas la même chose. On mélange toutes ces données et en appliquant des algorithmes de data analytics, on donne des résultats, on crée des modèles prédictifs pour pouvoir répondre à des questions. Voilà les termes techniques pour expliquer un petit peu mieux ce qu'on fait. Le big data, il est aussi très présent dans les sociétés, dans les startups que vous suivez sur la transition énergétique? On a des sociétés, on a des sujets de start-up qui utilisent le big data, effectivement, mais on n'a pas que ça. On en a effectivement, oui. De toute façon, les algorithmes, tout ce qui est calcul, tout ce qui est lié on va dire, aux puissances de calcul, maintenant, c'est valable dans à peu près tous les grands secteurs industriels. Hein. Et effectivement, la transition énergétique n'y échappe pas, bien entendu. Donc, du coup, le coup d'après, c'est quoi pour vous, Deepkey? Maintenant que vous êtes en incubation chez GDF Suez, on a bien compris. Qu'est-ce qui se passe après? Pour 18 mois, qu'est-ce qui se passe au 19e? On a eu la chance de démarrer très vite avec un parrain qui nous disait évitez de lever de l'argent maintenant, de trouver des subventions maintenant et créer tout de suite du chiffre d'affaires. Donc en 3 mois, on a fait 140 000 € de chiffre d'affaires à grand renfort d'aller vendre ces solutions à des clients et des collectivités locales. Et aujourd'hui, pour nous, 2015, c'est l'année où on va construire le moteur dont je vous parlais tout à l'heure, ces modèles prédictifs
sur plusieurs segments. Aujourd'hui, on sait le faire dans le logement, on sait le faire dans les centres commerciaux. Il nous reste encore les entrepôts de stockage, il nous reste les data centers, les immeubles de bureaux, un nombre incalculable de secteurs sur lesquels il faut construire ces algorithmes pour, dans un an, on espère pouvoir à ce moment-là lever quelques fonds et ainsi pouvoir accélérer la commercialisation de ce produit. Est-ce qu'il peut y avoir des passerelles entre startups, des startups qui sont incubées chez GDF Suez et des startups qui sont chez Bordeaux Techno West, l'un ou l'autre? Alors, moi, j'espère avoir des projets qui viennent de GDF Suez. On a mis GDF Suez au milieu de vous deux, exprès, pour pouvoir faire la passerelle. Pour l'instant, ils sont très parisiens, hein, les GDF Suez, hein, finalement. Hein. On voit bien, ils les mettent à Paris, mais j'espère qu'ils vont arriver à passer à la phase, on va dire aussi, décentralisation. Ça serait intéressant. Mais on ne les met pas à Paris. Ils étaient de Paris. Non, la démarche est européenne. Et donc, on a des projets. Alors, les premiers projets, c'était des Parisiens qui les ont sortis. Alors, on les a mis à Paris. Mais en ce moment, on a un projet qui va bientôt être incubé dans une ville pas très très loin d'ici, légèrement au sud-est de Bordeaux. On vient de signer avec un incubateur à côté de Nantes. Mais parce qu'on a eu des projets qui sont sortis de nos collaborateurs, par exemple de Nantes. Dès qu'on a une idée qui sort dans la région, voilà, il n'y a pas de souci. Et finalement, au bout du bout, GDF Suez pourrait être un client ou un prescripteur pour vous? Les deux, mon capitaine. Décidément. D'accord. On va peut-être garder quelques minutes pour des questions-réponses, à moins que vous vouliez préciser les uns et les autres quelque chose. Sinon, oui, Monsieur Quéré, à part la convention que Madame Calmels a signée tout à l'heure, Oui. Quelles sont vos actions, vous, GDF Suez, sur le plan d'innovation partout en France, pour le coup, puisqu'on parlait de Paris? Donc, on a voilà, il peut y avoir des équipes du groupe qui sont dans des incubateurs partout. Il y a en effet du soutien qui peut être donné à des startups plutôt jeunes startups avec des accords de type plateau. Nous lançons régulièrement des appels à projets. Il y en a un en cours d'ailleurs sur la mobilité. Et on en a lancé un il y a 2 mois avec la ville de Lille sur la rénovation d'un quartier. Donc on va lancer d'ailleurs un appel à projet demain sur les questions de biogaz. Donc on lance des appels à projets auprès des startups. Et puis nous essayons soit d'accompagner, soit de susciter des points de rencontre entre les sociétés de GDF Suez, nos collaborateurs, et les startups. Donc nous participons à certains événements et nous essayons, comme je le disais, d'en susciter. Et d'ailleurs, on est en discussion pour, à l'automne prochain, faire un Innovation Day à Bordeaux. Voilà, où j'espère de nombreuses startups de Techno West et d'autres incubateurs pourront participer. Et puis on fera venir nos collaborateurs, nos clients, collectivités ou industriels, pour voir comment on peut faciliter ce contact, puisque c'est le plus important. Il faut se parler, se contacter, et à ce moment-là, voir s'il y a une étincelle qui se passe et si on peut embarquer dans un projet commun. Lorsque nous lançons des appels à projets, des concours, des mises en relation, nous n'offrons pas des tablettes. Ce que nous proposons, ce sont des contacts opérationnels avec les sociétés du groupe en vue d'une collaboration commerciale. Donc on a commencé l'année dernière et on va multiplier les projets cette année partout en France et notamment à Bordeaux. Bien vu. Juste compléter. Parce que l'initiative, alors je le dis, je suis à l'aise parce que je l'avais déjà dit, l'initiative qu'a pris GDF Suez de monter ce système d'incubation, c'est vraiment excellent. C'est vraiment excellent. Je crois que vous n'êtes pas beaucoup de grands comptes à le faire dans l'énergie. Pourquoi? Parce qu'une des difficultés pour nous, c'est de sourcer les projets. Je parle au niveau national, incubateur, pépinière, c'est d'arriver à sourcer les bons projets. Parce qu'on perd parfois du temps, même souvent du temps avec des projets que l'on pense à l'origine pas mauvais finalement et qui s'avèrent pour des raisons XY pas bons et qui s'arrêtent. Le fait que GDF va chercher un petit peu chez lui et identifie dans son environnement, et ils connaissent bien, d'abord ils connaissent le marché, ils connaissent les technos, le fait qu'ils identifient
des projets innovants qui leur semblent pas mauvais et qui font le premier travail d'écrémage en fait. Ils passent le tamis les premiers et ils prennent en dessous, ils disent ça c'est pas mal, il faudrait l'incuber, à mon avis il y a un coup à faire. Pour nous c'est excellent, je veux dire, c'est vraiment très très bon. Et c'est pour ça que je suis très preneur moi d'avoir le premier projet de GDF au sein de mon incubateur. Je ne désespère pas, j'espère qu'en 2015 on l'aura, je pense. Mais c'est une super initiative et je souhaite que EDF, RDF, d'autres grands comptes les autres grands comptes de l'énergie de manière générale, ou même de l'éco-construction, peu importe, ou de l'énergie ou de l'environnement, on va dire, aient la même initiative. Mais de manière très pratico-pratique, si on a un projet, qu'on a envie de rejoindre votre structure pour faire maturer ce projet, comment on doit s'y prendre? Comment on fait pour intégrer Bordeaux Techno West si on veut monter sa start-up? Comme beaucoup d'autres structures d'incubation en France et ailleurs, même en Europe, vous avez en général un comité de sélection. En fait, on fait de la pré-incubation, c'est-à-dire que le porteur de projet ou les porteurs de projet viennent. Je pense que ça se passait pour Vincent. Vous arrivez avec un projet, on commence à regarder, on essaie de décortiquer. On passe notre temps à dire non, souvent, parce que malheureusement, ça ne sert à rien d'entraîner quelqu'un ou des personnes sur un mauvais projet. Ensuite, si le projet, au bout de 1 ou 2 mois, qu'on a commencer à regarder, décortiquer, identifier certaines pistes intéressantes. On le passe en comité de sélection, où là on met autour de la table. Alors nous on a une politique qui est la nôtre, chaque incubateur a sa politique en termes de comité de sélection. Moi j'ai une politique qui est très simple, c'est un peu comme au poker, on paye pour voir. Moi je mets autour de la table les gens qui financent ma structure ou qui peuvent financer le projet. Les autres structures qui ont un avis surtout et qui ont surtout un avis, mais qui ne financent pas les projets en ma structure, ils sont là, mais ils viennent en spectateur, c'est tout. Voilà, donc c'est un comité de sélection, un comité d'engagement, ça dépend des noms. C'était la même chose à Goranov, j'imagine, quand Vincent a dû passer. Voilà, il présente son projet, et puis on le sélectionne, on dit ok, ça nous intéresse. Autour de la table, il y a la région, il y a la métropole, il y a ADI, il y a tous les satellites qui sont financés par les collectivités, qui sont pour nous des supports techniques. Comme j'ai dit tout à l'heure, on ne sait pas tout faire, donc on s'appuie sur de la connaissance et du savoir-faire des autres structures. On met tout le monde autour de la table, la personne présente son projet. En général, quand on le présente, on ne va pas faire perdre du temps à tout le monde. Quand on présente le projet, c'est qu'on a déjà fait une présélection comme beaucoup d'incubateurs en général. Très bien. On va maintenant prendre quelques questions de la salle, si vous le souhaitez. J'imagine qu'il y a des micros qui doivent se balader. Voilà, ils sont en haut. N'hésitez pas à vous manifester, à lever la main. Là-bas, ici, voilà. Un micro va arriver jusqu'à vous, monsieur. Bonjour. Une petite question sur le produit et l'application qui a été développé ou qui est en cours de développement, notamment sur le volet centres commerciaux. Comment vous prévoyez l'utilisation de votre application par rapport aux audits énergétiques obligatoires des centres commerciaux et pour lesquels on peut espérer qu'ils aient un degré de précision plus élevé que ce qu'on peut avoir par rapport à l'application ou quelque chose d'un peu macro, ou je ne sais pas comment vous appelez. Absolument, merci pour votre question. Alors, on est en plein dedans. Nous, c'est une opportunité énorme qu'il y ait une réglementation aujourd'hui qui ne savent pas en France et en Europe, qui contraint toutes les entreprises de plus de 250 collaborateurs à réaliser d'ici le 5 décembre prochain un audit énergétique de leurs activités qui doit couvrir à minima 65% de leur consommation d'énergie et qui peut être réalisé de 3 manières différentes. La première, c'est vous auditer tous les bâtiments qui représentent 65% de votre consommation d'énergie. C'est pas mal, c'est pragmatique, mais c'est pas très pragmatique, c'est un peu long, c'est un peu cher. Quand vous avez beaucoup de bâtiments, ça ne fonctionne pas. La deuxième démarche, c'est de lancer une approche ISO 50001, qui est une bonne approche, une bonne façon de faire. Et la troisième façon de faire, c'est de réaliser un échantillonnage des bâtiments en justifiant cet échantillonnage, c'est-à-dire que vous dites, ben voilà, j'ai 200 bâtiments, il y en a 100 qui se ressemblent beaucoup, et je vais les justifier de telle manière. Et sur ces 100, j'ai le droit de faire uniquement 10 audits sur les 100, c'est la racine carrée qui s'applique, pour pouvoir avoir un aperçu représentatif. Donc pour répondre à votre question, pour nous c'est une excellente occasion parce que nous réalisons l'échantillonnage. On a beaucoup de missions actuellement pour le compte de nos clients où on réalise l'échantillonnage pour identifier par segment de bâtiments qui se ressemblent beaucoup les bâtiments qui sont les plus représentatifs de l'ensemble de chacun des segments. C'est-à-dire qu'on regroupe les bâtiments sous forme de segments de bâtiments qui se ressemblent, je viens de vous dire, mais les segments entre eux sont très différents. Et au sein de ces segments, on cherche le ou les bâtiments qui sont les plus représentatifs et sur lesquels il va y avoir ensuite un effort de fait
pour réaliser un audit physique. Et de cet audit physique, grâce au modèle prédictif et aux données qu'on récupère dans le cadre de l'audit physique, on est capable, entre guillemets, d'extrapoler le travail de recherche d'économie d'énergie à l'ensemble des autres sites sur lesquels, là, nous ne sommes pas allés. Et donc, la précision, pour répondre à votre question, le volet réglementaire, on est obligé d'aller visiter un minimum de sites pour répondre à l'obligation. Mais si on le fait de manière un peu maligne et qu'on le fait avec un échantillonnage qui est bien justifié, échantillonnage justifié par l'approche data analytics dont je viens de vous parler, et qu'ensuite on récupère ces données, on peut même aller plus loin, une fois qu'on a répondu à cet audit, en extrapolant la recherche d'économie d'énergie à distance sur l'ensemble du parc. J'espère avoir répondu à votre question. Un petit complément, peut-être. Deuxième partie de la question. Donc vous sortez, on va dire, un plan d'action ou probablement un potentiel d'économie associé au plan d'action. Est-ce que vous avez croisé sur un nombre de bâtiments réels le potentiel avec un potentiel vérifié par audit énergétique, et quel est l'écart qu'on constate et quelle est la nature des actions qui sont identifiées entre comportement, équipement, travaux sur l'enveloppe, substitution globale, etc. Enfin... Oui, très bonne question, effectivement. Est-ce qu'on a déjà fait le comparatif entre les audits énergétiques virtuels, c'est comme ça qu'on les appelle, et des audits énergétiques physiques? Oui, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas la preuve sur tous les segments de bâtiments. Aujourd'hui, on l'a déjà fait dans les centres commerciaux, dans les magasins froids et magasins de vêtements. On l'a déjà fait dans des immeubles de bureaux qui ne sont pas des immeubles de grande hauteur, et on l'a déjà fait dans des logements collectifs. Il nous manque encore plein d'autres segments sur lesquels nos algorithmes doivent, par apprentissage, c'est le fameux machine learning, doivent améliorer grâce à toutes les données qu'on a pour pouvoir être plus précis. Très concrètement, si je vous donne l'exemple d'un parc de bâtiments de 900 magasins en France pour lequel nous avons fait le travail, quand on comparait le travail par échantillonnage fait au travers des audits énergétiques et le travail fait à distance, on était de l'ordre d'une erreur de 10 à 15% entre ce qu'on trouvait en audit physique et ce qu'on déterminait en audit virtuel. Alors, dans la pratique, si on rentre dans le détail, en réalité, ils sont un petit peu dépendants. Donc, ça explique pourquoi l'écart est si faible. On peut en reparler si vous voulez. Pour autant, la nature des économies d'énergie qu'on identifie, elle est essentiellement, si c'est from scratch, comme on dit, c'est-à-dire si on a uniquement les données d'un grand parc, c'est essentiellement des préconisations rentables, des quick wins, des préconisations de régulation du bâtiment, de loi horaire du chauffage, d'éclairage qui fonctionne la nuit, de centrales de traitement d'air qui ne sont pas optimisées, etc. Si en revanche vous avez d'autres données, en particulier des audits physiques qui viennent alimenter votre modèle, là on va jusqu'à déterminer la nature d'un équipement à remplacer par une technologie plus haut rendement. Je ne sais pas si je me suis exprimé bien comme il faut, mais grosso modo, si on n'a que des données parc, on fait essentiellement des préconisations de régulation, et si on a des audits physiques par échantillonnage, on va jusqu'au remplacement des équipements, à la régulation bien évidemment, et puis même au comportement des individus. Une autre question, peut-être, dans la salle. Une fois, 2 fois, 3 fois, peut-être un petit mot de conclusion des uns et des autres, ou pas. J'ai un petit mot de conclusion, Monsieur Giminet. Non, oui. Enfin, un petit mot, oui. Enfin, c'est intéressant, effectivement. Merci GDF. J'ai bien entendu effectivement la volonté d'innovation de la part du groupe, et je trouvais effectivement extrêmement intéressant de pouvoir lier, on va dire, la capacité d'investissement et de réalisation d'un grand groupe avec, à côté de ça, des petites startups innovantes. On a d'ailleurs travaillé avec soit l'Asclé, soit Coffee et Neo sur le nouveau bâtiment GDF qui pourrait intégrer un peu d'innovation sur Atlantique. Donc on est en attente comme ça effectivement des grands groupes d'apporter, on va dire, sa capacité à prendre des risques sur des projets et à tirer avec eux effectivement un certain nombre de startups, d'IRL pour effectivement que ça puisse semer et on va dire créer de l'emploi d'ailleurs. Votre mot de la fin, Monsieur Bafou? La transition énergétique, je veux dire, c'est l'affaire de tout le monde. Moi, je pense déjà des collectivités territoriales, de
de la puissance publique de manière générale. Pourquoi? Parce que l'économie française est constituée encore à 53% de commandes publiques. Donc si on doit parler d'un donneur d'ordre en France, le plus gros donneur d'ordre, c'est l'État, les collectivités. Voilà. Ça nous permet d'ailleurs d'amortir des crises économiques quand il y a des crises majeures. Et voilà. Donc là, la transition énergétique, c'est l'affaire effectivement du monde des collectivités, c'est l'affaire du monde du particulier, dans le comportement, dans les usages. C'est l'affaire aussi de l'industrie, des gros industriels. On l'a vu avec GDF Suez, qui s'engage dans un processus d'aide à l'innovation. C'est l'affaire aussi des structures comme les nôtres d'aider. L'innovation, c'est une brique dans la transition énergétique. Les startups sont une brique dans cet ensemble. Mais par contre, je reviens à ce que je disais au début, la finalité souvent est la même, on la connaît. Par contre, le moyen d'y arriver maintenant est différent et on consomme différemment et on utilise et en tous les cas on développe des technologies maintenant extrêmement différentes qui nous permettent, on va dire, de consommer intelligemment. Et l'exemple de la jeune société, la jeune start-up, était un très bel exemple. Et d'ailleurs, on voit qu'on se voit tout à l'heure, parce que dans le cadre de Ziri, qui a été évoqué tout à l'heure par Julien et par Virginie, on est exactement dedans. C'est-à-dire qu'on prend un état, on voit la consommation, et on se dit, ça consomme un peu n'importe comment dans cette zone industrielle. Est-ce qu'on ne pourrait pas consommer de manière intelligente? Et demain matin, si on doit construire une zone industrielle, est-ce qu'on la construirait comme ça? Certainement pas. On va la construire complètement différemment. Et plutôt que de se battre sur des aides publiques à l'implantation, il vaut mieux se battre en disant venez vous installer sur ma zone industrielle parce que moi, je peux vous garantir en tous les cas 10-15% de consommation en moins dans l'ensemble de vos consommables, dans votre énergie. Ça serait à mon avis plus intelligent. Alors du coup, vous avez bien fait de venir. C'est votre mot de la fin. Vous pouvez vous engager comme ça sur 10-15%, dire avec votre appli? Oui, ça dépend des... Nous, on se contente de détecter les économies d'énergie et de vendre l'information où elle est, cette économie. Donc on ne met pas en œuvre. Il y a des gens comme Cofeli Service ou Cofeineo dont c'est le métier de mettre en œuvre. Et donc nous, on n'a pas la prétention de pouvoir s'engager. En revanche, on intègre dans notre business model effectivement une part de rémunération variable sur le succès de l'histoire. C'est-à-dire que si jamais on s'est trompé, on a dit une bêtise. Vous vous mouillez un peu quand même. Ah oui, mais on est très excité à l'idée de continuer ce projet parce que les premiers résultats sur les secteurs d'activité dont je parlais tout à l'heure sont extrêmement passionnants, extrêmement positifs et très prometteurs. Et donc, on a envie de faire plein d'autres projets. Profitez-en. On est encore une toute petite start-up, on n'est pas cher. Et on remercie GDF Suez parce que la connivence, la synergie qu'on est en train de créer et l'apport qu'un grand groupe, un parrain GDF Suez nous apporte, nous fait vraiment garder les pieds sur terre et nous fait focuser là où il faut aller pour pouvoir rapidement réaliser des projets qui fonctionnent. Monsieur Quiré, votre mot de la fin. Ça sera bref. Je pense qu'on a donné un petit peu les mots-clés. Et on parlait de connivence, etc. C'est vraiment le mélange. Donc c'est le contact, le mélange entre tous les acteurs. C'est pas évident, mais si l'innovation, ça permet de le faire, tant mieux. Parce qu'il y a d'autres thèmes qui permettent pas forcément de le faire. Et puis en ce qui concerne les actions de chacun, il faut aussi s'attendre au fait que peut-être que si dans un an on fait le même panel, on fera des choses différentes. Ça fait partie du jeu. On cherche des nouvelles façons de faire, des nouvelles solutions, des nouvelles méthodes. Et puis, c'est pas grave si ça rate et on cherchera autre chose. Voilà. Merci beaucoup. Merci de votre participation, messieurs. Merci de votre attention. Et puis, à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.